J'ai envie de commencer par une chose très simple. On ne parle que de soi, et c'était très difficile d'en parler parce que, au fond, tous les trois, nous sommes universitaires dans des matières différentes et dans les propos que vous pouvez tenir. Évidemment, je pense que, comme je le disais, on ne parle que de soi, et donc vous avez beaucoup parlé de vous et peut-être même de votre ressenti face à ce métier. Mais on se retrouve aussi dans les propos que vous avez pu tenir. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez analysé, vous, les causes un petit peu de ce mal et le constat qui peut être fait. Et vous également, Emmanuel Picard, une sorte, je ne veux pas dire d'âge d'or de ce métier, ou en tous les cas d'une période qui a été considérée comme étant, en tout cas, assez intéressante en France, celle de l'université napoléonienne. En tous les cas, dans les facultés de droit, on a cette vision-là un petit peu de l'université napoléonienne et de son âge d'or, enfin, considérée un petit peu comme un âge d'or. C'est-à-dire une période où on est sans université en réalité, et où le monde universitaire s'organise en faculté, qui est je dirais une échelle qui potentiellement est plus intéressante, en tous les cas plus humaine, pour pouvoir gérer, pour pouvoir exercer ce métier. Alors peut-être dans la salle, nous avons je pense des étudiants et des doctorants. Non, pas du tout. Si. Est-ce que vous avez peut-être des remarques sur ce qui vient d'être dit, sans vouloir en réalité vous faire peur, hein, parce que c'est pas du tout l'objectif, mais... Oui, on peut poser des questions. Bien sûr. Je peux parler comme ça. Mais pour ceux qui sont à distance. Oui, pour ceux qui sont à distance, peut-être est-ce utile d'avoir un micro. Je vais me déplacer. Oui, bonsoir. Joven Launay, je suis doctorant en sociologie à l'Université d'Angers. Déjà, merci pour les deux présentations. Moi, j'ai une question qui m'est venue à la première présentation, mais finalement, je pense qu'elle qui est tout à fait adaptée pour vous deux sur la question du statut de la discipline aujourd'hui. C'est-à-dire que vous dites que c'est ce qui détermine les carrières des universitaires. En même temps, je m'interroge sur les évolutions actuelles et le fait que la discipline, les disciplines semblent être de moins en moins importantes aussi dans les universités, en lien avec les logiques de professionnalisation, par exemple, avec les logiques de compétences qui commencent à devenir de plus en plus conséquentes dans les maquettes pédagogiques, par exemple. Et donc, est-ce que, peut-être pas cette disparition des disciplines, on n'en est pas encore là, mais au moins le fait que certaines disciplines puissent s'estomper dans les dimensions plus pédagogiques, est-ce que ça peut avoir des effets, alors je ne sais pas si c'est très clair, mais des effets sur les carrières des universitaires aujourd'hui. Puis, une deuxième question, c'est, vous avez commencé à en parler, Dominique Gleeman, sur les effets potentiels sur la population étudiante. Parce qu'on est quand même à l'université, évidemment les universitaires sont des acteurs importants, et pour autant l'université doit aussi s'adresser à la population étudiante. Et donc, est-ce que ces transformations à l'œuvre, elles ont des effets directs, indirects sur la population étudiante, éventuellement lesquels? On peut parler de la qualité des enseignements, enfin, c'est ce que vous aviez l'air de mentionner, mais est-ce qu'il y en aurait éventuellement d'autres? Et puis peut-être juste une dernière question, mais qui a plutôt à voir avec aussi mon statut personnel de doctorant, d'ailleurs en fin de thèse, et sur est-ce que, notamment Dominique Gleeman, vous avez des témoignages de collègues qui sont sur des statuts plus précaires, et sur la manière aussi dont ils envisagent leur avenir professionnel au regard du tableau
que vous décrivez là, qui est quand même relativement sombre, on ne va pas se mentir. Alors qu'on voit qu'il y a encore des candidats pour les postes de maître de conf, il y a encore des personnes qui vont demander la qualification. Donc est-ce que là, vous avez aussi des retours, des témoignages de doctorants, pas que, mais de personnes en tout cas qui se projettent aussi dans le milieu universitaire? Voilà. Merci. Ok, je vais commencer. Je voudrais insister sur quelque chose parce que peut-être effectivement ça n'a pas été assez clair et ça reste quand même, moi, je pense, une remarque qui s'adresse aussi à Dominique Lehmann. Je pense que la profession est très segmentée. C'est-à-dire que je pense que ce que vous dites dans votre enquête renvoie à une partie du ressenti. C'est-à-dire que c'est compliqué. Aujourd'hui, je dirais la généralisation est compliquée parce que la profession est loin d'être homogène de toutes les façons, et en particulier parce que les expériences concrètes de la vie professionnelle ne sont pas les mêmes. Et ça renvoie à votre question sur les disciplines. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais quand je prenais les deux exemples de Albi et de Paris 1. Votre rapport à les disciplines, elles existent, elles sont structurantes et elles organisent les carrières. Et de toute façon, elles sont, bien plus que dans les autres pays, des espaces de régulation, parce qu'elles le sont au niveau réglementaire, et avec des instances. Donc elles ont cette existence-là, qui fait que, quoi qu'il arrive, de toute façon, il existe une sorte de matrice disciplinaire. Maintenant, le rapport qu'on a à sa discipline, que ce soit en termes d'enseignement ou de recherche, il est extrêmement conditionné par le lieu dans lequel on enseigne, et en particulier par les publics étudiants et les conditions dans lesquelles on peut accueillir ces publics étudiants. Donc il y a des endroits dans lesquels le choix d'une professionnalisation, c'est-à-dire d'une interprétation professionnalisante des compétences que peuvent donner une discipline, vont être dominants parce que ça correspond à un contexte spécifique. Et il y a des endroits où vous allez être dans la discipline pure, si vous voulez, enfin, on peut la dire comme ça. Et ça joue un rôle très important. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de mal avec la généralisation. Parce que je pense qu'elle n'est pas possible. Et c'est aussi un des problèmes, et c'est aussi une des fragilités de la profession, c'est qu'elle a beaucoup de mal à avoir des revendications qui soient corporatistes, d'une certaine façon, c'est-à-dire qui seraient portées par tout le monde pour défendre le corps, parce qu'elle n'est plus un corps. Alors, je ne suis qu'en partie d'accord, c'est l'intérêt de pouvoir débattre, dans le sens où je pense que quelle que soit la profession, on peut dire la même chose, c'est-à-dire que les expériences professionnelles, prenez les ouvriers de l'automobile, selon qu'ils sont à la chaîne dans une grande entreprise ou qui sont chez un petit équipementier, ils ont des points communs, on peut dire que c'est une profession, et en même temps ils ont des expériences au quotidien qui sont extrêmement différentes. Les médecins, selon que vous êtes médecin dans une petite zone rurale ou dans un grand hôpital d'une métropole, on a aussi ça. Néanmoins, on a bien une profession avec un certain nombre de règles d'entrée dans le métier, de régulation, de promotion, une déontologie. Bon, voilà. Donc il y a un certain nombre d'éléments. Après, je suis d'accord évidemment sur l'hétérogénéité, hein, ça c'est clair. Tout le monde ne vit pas la même chose, tout le monde n'interprète pas de la même façon ce qu'il fait et ce qui lui arrive. Alors pour répondre en partie à la question et rebondir sur sur les publics étudiants, oui, évidemment, c'est pas par hasard, c'est ce que je disais tout à l'heure, si la professionnalisation devient une espèce de slogan, et d'ailleurs en utilisant un terme dont on peut observer qu'il n'a jamais été défini par les autorités, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, n'a jamais donné une définition de ce qu'il entend par professionnalisation. C'est un terme qui est incorporé, qui est importé de la sociologie des professions. La professionnalisation, à l'origine, c'est quand une activité se professionnalise.
et créer un certain nombre des diplômes, des formations spécifiques, des modes d'entrée dans le métier, des codes de régulation. C'est ça la professionnalisation. Et donc on a importé ce terme en voulant dire autre chose, qui est en fait la préparation à l'emploi. C'est de ça dont on parle. Or, avec une vision qui est, et c'est là où les évolutions dont je parle ont effectivement un impact sur la qualité des enseignements et donc un impact sur les étudiants, c'est qu'il y a une vision extrêmement utilitariste, instrumentaliste de l'enseignement et qui est évidemment très inégalitaire selon les étudiants à qui on s'adresse, selon les localisations, parce qu'on sait bien que même si il y a des mélanges et des flux et que tous les étudiants ne sont pas scolarisés juste là où ils habitent, il y a quand même des impacts territoriaux qui ne sont pas négligeables. Mais il me semble que globalement, il y a quand même des orientations qui ont été données et qui ont tendance à modifier les logiques d'enseignement, au moins en licence, un peu moins probablement dans un certain nombre de masters, le cas du doctorat étant différent, mais même là, on pourrait regarder en quoi cette logique des compétences a dégradé, à mon sens, un certain nombre d'enseignements. Alors, moi, je ne suis pas un défenseur de la science pure, de l'abstraction ou de la théorie pour la théorie, mais je pense qu'on ne rend pas service aux étudiants en allant dans le sens de ceux qui disent « Ah oui, non mais moi, la théorie, ça me fatigue, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de recettes, j'ai besoin d'outils parce que demain, j'en aurai besoin quand je serai au travail. » Oui, c'est vrai, bien sûr qu'il y a besoin aussi d'un certain nombre de choses plus pratiques, plus applicables, mais pas que. Et moi, j'ai souvent eu le plaisir de revoir des anciens étudiants d'un master dont j'étais responsable, qui était un parcours d'ingénierie de la formation et des relations avec l'emploi, et qui, quelques années après, une fois intégrés dans le monde du travail, revenaient en disant que, bah oui, effectivement, apprendre à faire une synthèse, apprendre à faire un rapport d'enquête, ça leur servait, en fait, même si sur le moment, ils ne voyaient pas bien pourquoi, et que même un certain nombre de concepts sociologiques dont ils n'avaient pas forcément compris tout à fait en quoi ils pouvaient être opérationnels, bah, finalement, ils le retrouvent et ça les aide dans leur vie professionnelle. Alors, je ne dis pas que tout le monde vient dire ça, hein, loin de là. Mais donc, je pense que on est à un moment où il y a quand même des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, politiques, démocratiques qui font que la place de l'université, il me semble qu'elle est cruciale et que c'est quelque chose de précieux. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique, on peut être inquiet. Et donc, parmi les éléments de déprofessionnalisation, il y a aussi ce qui touche à la mise en péril à la fois de la liberté pédagogique et de la liberté académique, qui sont des biens importants, à mon sens. Et ce n'est pas une question corporatiste, ce n'est pas l'apanage des universitaires qui voudraient défendre leur précaré. C'est parce que dans une société dans laquelle il y a des enjeux importants, être capable d'avoir des gens qui réfléchissent et qui transmettent ces réflexions, le fruit des recherches, c'est extrêmement important pour notre avenir à tous. À la limite, moi, je suis plus dans le coup, je suis émérite, voilà, donc je ne parle pas trop pour ma boutique. Hein. Alors, la dernière chose que je voulais dire, alors, pour vous répondre, l'enquête, elle n'a porté que sur des enseignants-chercheurs titulaires. C'était un choix. J'ai dit, je faisais une enquête de sociologie du travail, pas de l'emploi. Donc, je n'ai pas interrogé, il n'y a pas un seul non titulaire. Alors après, j'en connais, j'en ai croisé aussi dans d'autres circonstances. Donc la question de l'accès au métier, oui, elle est compliquée. Je pense qu'on souffre aussi en France, notamment en France, alors peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas en France, de cette idée que le doctorat sert à devenir enseignant-chercheur essentiellement. Non. Et je pense que beaucoup d'employeurs gagneraient à comprendre qu'employer des docteurs qui savent faire un certain nombre de choses dans bien d'autres activités que l'enseignement ou la recherche fondamentale, ce ne serait pas un mal, y compris pour le développement économique et technologique de notre pays. Oui. Sur les étudiants, je voudrais compléter et revenir. Moi, je pense que là, effectivement, on n'est pas d'accord sur un point. Moi, je sais que dans toutes les professions, il y a des contextes qui ne sont pas les mêmes. La question, c'est jusqu'à quel point l'hétérogénéité de la pratique ne remet-elle pas en cause l'unité de la profession. C'est une question que je pose, sur laquelle je n'ai pas forcément une réponse complète.
Mais malgré tout, moi, je suis plutôt dans une interprétation segmentariste, voilà, que unificatrice pour la profession. Et pour revenir sur les étudiants, c'est compliqué parce que ça contribue à cette différenciation des conditions d'exercice dont je parlais, et en même temps, c'est quelque chose qui fonctionne comme un cercle vicieux. On a quand même une répartition très très claire, enfin des inégalités de répartition sociale entre les formations et entre les établissements de plus en plus marquées, de plus en plus importantes. Et en particulier, ce que montrent les travaux récents, c'est que la mise en place de Parcoursup, en demandant même aux licences non sélectives de classer, en fait, d'ordonner les étudiants, va pousser à ce que dans des licences non sélectives qui sont dans une même zone, on va avoir une concurrence entre les établissements. Pour les bons étudiants, on va avoir des profils d'établissements. Le dernier papier en date, c'est un papier qui a été synthétisé sur Mondes sociaux, qui est un papier de Leïla Frouillou et Mathieu Rossignol-Brunet, qui compare en particulier les profils sociaux des licenciés en droit, enfin des étudiants inscrits en licence de droit dans la région parisienne, et qui montre en fait des profils très très différents avec des universités qui sont des universités de proximité avec un recrutement social beaucoup plus défavorisé que d'autres. Et donc évidemment, ça aussi, ça conditionne les conditions de travail de l'enseignant, puisque si on a des étudiants issus de bacs généraux, de préférence avec un minimum de mentions, ou on a des étudiants issus de bacs technologiques, voire professionnels, évidemment, le rapport à la discipline et le rapport à l'enseignement vont être complètement différents. Donc c'est aussi en ça, c'est-à-dire que c'est aussi la question d'une certaine façon, la question de une ou plusieurs professions. Le rapport à la discipline est une bonne façon de l'envisager. C'est-à-dire, est-ce qu'on enseigne ou pas sa discipline ? Voilà. Je me permets juste une petite remarque à propos de ce que vous venez de dire par rapport à l'enseignement. Il y a quelque chose qu'il faut quand même qu'on ne perde pas de vue s'agissant du métier d'universitaire. Et j'emploie bien le mot universitaire et non pas enseignant-chercheur, qui pour moi est un ridicule néologisme qui n'aurait jamais dû avoir lieu dans les textes législatifs et réglementaires. On l'emploie malheureusement maintenant en permanence, même quand on est contre l'idée qu'il propage, qui serait de dire au fond on est d'abord enseignant et ensuite chercheur. C'est tout l'inverse. Un universitaire est d'abord chercheur, puisque l'université, sa fonction principale, c'est l'amélioration de la connaissance. C'est en aucun cas la transmission de la connaissance. Ça, c'est quelque chose qui est secondaire. Et quand on regarde la manière dont les cours étaient organisés jadis, on voit très bien que les cours avaient lieu en après-midi, le soir, après une grande journée de recherche faite en bibliothèque ou dans les laboratoires. Et l'enseignant, le chercheur plutôt, venait enseigner le fruit de ses recherches. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait singulier par rapport à ce que vous venez de souligner et à cette idée de conditions de travail. Les conditions de travail ne sont pas que dans les amphithéâtres. Les conditions de travail, elles sont aussi beaucoup dans les laboratoires. Et on a la chance à Paris-Saclay, c'est vrai, de pouvoir parler avec des physiciens, des mathématiciens, des juristes, des sociologues. Et on se rend compte, au fond, quand on croise un petit peu les perspectives, que le sentiment, alors ça n'est qu'un sentiment, est-ce que c'est la vérité, est-ce que toujours il est là, ce sentiment, d'une dégradation de ces conditions de travail, donc de ce métier d'universitaire, malgré le cœur de métier qui reste, celui de la recherche et le plaisir que vous avez décrit aussi, au moins en filigrane de ce métier, et qui fait sa raison d'être, et qui fait que l'on va accepter toutes ces charges administratives, ces appels à projets, ces réponses, ces constructions, ces charges administratives. Quand je parle de charges administratives, c'est pas seulement de répondre aux appels à projets, mais c'est de devenir effectivement vice-doyen, doyen, vice-président, etc., etc. On va les accepter parce que, à la clé, croit-on, pense-t-on, en tous les cas, ce plaisir demeure de la recherche. Voilà, c'était juste une petite remarque. Marc-Olivier. Tout à l'heure, je me brûle de prendre la parole parce qu'on parle de mon métier aussi et on a tous envie de pouvoir s'exprimer. Mais alors, pour le coup, je ne suis pas chercheur en sciences de
personnel. Mais je suis certain qu'il y a une opposition. Enfin, alors, si vous voyez une petite opposition, très bien. Moi, en fait, je suis d'accord avec chacune des interventions. La segmentation, je pense qu'elle est évidente. On en a bien conscience, y compris à Paris-Saclay, puisqu'il y a des champs disciplinaires très différents qui sont représentés au sein de l'université. Et on comprend bien que la manière d'exercer le métier n'est pas la même quand on est en fac de droit, avec un taux d'encadrement qui est très dégradé par rapport à ce qu'on trouve en fac de sciences, où le taux d'encadrement par étudiant n'est pas le même. Et quand on a des copies d'étudiants en droit qui font une dissertation pendant 3 heures, je ne dis pas que les copies de maths se corrigent plus vite, mais quand on a 3 fois moins d'étudiants avec des copies de maths, c'est pas pareil que quand on en a 3 fois plus, avec des rédactions qui font 7, 8 ou 10 pages. Et donc l'expérience enseignante, pour le coup, ici, n'est pas la même, et je pense à la fois aux enseignants-chercheurs titulaires, mais je pense aussi aux chargés de TD, aux alters, aux contrats doctoraux, qui eux sont en première ligne devant les étudiants, qui ont à corriger plusieurs fois par semestre tous leurs étudiants, et qui très vite sont découragés par la charge de travail quand le contrat impose un nombre de groupes, un nombre d'heures très important. La segmentation, elle résulte, donc là je l'ai dit, les disciplines des établissements, ça je veux bien le croire, parce qu'effectivement, quand on a au sein de 3 universités parisiennes, comme Paris-Saclay, une petite antenne de province, les choses ne sont pas les mêmes. Quand on a une petite antenne, eh bien, on est un peu tout seul, on est avec 3 collègues pour gérer l'administration. Quand on est le seul représentant du collège A, on doit siéger dans toutes les commissions, il faut un représentant du collège A, c'est-à-dire professeur, tandis que dans une université comme ici, on peut se partager la charge. Et puis, on a parlé des statuts, et alors, vous avez évoqué donc, le fait que votre enquête portait sur les enseignants-chercheurs titulaires uniquement, et on a vu combien est-ce que certains d'entre eux trouvent que leurs conditions de travail se sont dégradées. Pour autant, pour eux, enfin, pour les contractuels et vacataires, c'est le Graal à atteindre. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où plus on descend dans l'échelle, plus c'est difficile, et ceux qui sont en dessous envient ceux qui sont au-dessus, qui eux-mêmes déjà se plaignent et n'ont plus envie d'en être. Donc on a là aussi une segmentation, donc je rejoins ce que vous disiez, M. Picard, par rapport au statut qui est très évidente. Et pour autant, je me demande quand même si, enfin, en tout cas je partage un petit peu, mais c'est très personnel, le constat de dégradation qui est fait, je me demande si ce constat n'est pas un petit peu général, s'il n'existe pas des éléments de globalité ou d'unité. Alors un élément d'unité fort, dont vous avez parlé, M. Picard, c'est quand même nos conditions de recrutement qui restent statutaires, identiques. Il y a des coups de canif qui sont portés à cette unité du statut auquel on est attaché, mais moi c'est quelque chose. Alors, ça est culturel, il ne s'agit pas de dire que c'est mieux en France que aux États-Unis où les universités sont libres de recruter leurs enseignants-chercheurs. Mais malgré tout, avec le double contrôle national d'une part par le CNU et local par chacun des établissements, l'État s'assure que, ou que l'étudiant aille suivre ses études, qu'il s'agisse d'une grande université parisienne ou d'une petite université, une antenne de province perdue dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest, il trouvera à la chaire un enseignant-chercheur qui aura répondu aux qualités requises pour la qualification par le CNU et qui aura été recruté par des pairs. Le recrutement par des pairs est important. Tandis que lorsqu'il y a une liberté totale de recrutement, eh bien, l'étudiant peut ne pas savoir sur qui il va tomber, si vous voulez. D'ailleurs, les écoles, les grandes écoles, je parle des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, mais en tout cas pour le droit, ces écoles de commerce, sont très friandes d'aller chercher des enseignants-chercheurs titulaires qui sont passés par le CNU et par le recrutement à l'université pour venir dispenser des enseignements chez eux. Et on trouve assez peu, à l'inverse, d'enseignants de ces grandes écoles que l'université souhaiterait faire venir. Donc, le mode de recrutement, si vous voulez, reste un élément, enfin, il me semble, d'unité. Je parlais de coup de canif parce que petit à petit, il y a la volonté, c'est peut-être compliqué de dire ça, mais en tout cas, la volonté un petit peu de casser, de contourner cette unité du statut avec la multiplication de recrutements sur contrat. Donc, non titulaires, pas de fonction publique. On a parlé des CPJ, donc les chaires de professeurs juniors, qui aujourd'hui permettent sur contrat d'être recrutés avec une promesse, pour peu que le contrat soit rempli, de recrutement comme professeur, et donc peut devenir professeur par ce biais-là, un individu qui
potentiellement ne sera même pas qualifié par le CNU. Ce n'est pas une condition de Mm. recrutement sur une chaire de professeur junior. Et puis il y a d'autres aujourd'hui dérogations. Les établissements peuvent solliciter des dérogations au code du ministère pour pouvoir recruter comme maître de conférence des personnes qui ne sont pas, pas qualifiées, c'est ça, Mm. pas docteur, pas qualifiées. Et derrière, alors là j'empiète sur des disciplines qui ne sont pas les miennes, mais on sait très bien que il y a une formule divisée pour mieux régner. Plus on fragmente un statut, et moins il y a un esprit de corps possible, et moins il y a de revendications fortes qu'il faudra subir. Donc l'unité, il me semble, est là dans le modèle français, mais elle se fracture, enfin j'ai le sentiment qu'elle se fracture de plus en plus. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je laisse déjà réagir si vous le souhaitez. Mais, Non, c'est pas ça, c'est compliqué, il y a plein de choses. L'unité du recrutement n'est-elle pas une fiction? On va en discuter, en fait. Mais voilà, c'est-à-dire alors, que... ouais. Non, mais on a un modèle du fait que le recrutement est très codifié en France parce qu'il est inscrit dans des règlements qui prescrivent des durées, des procédures, etc. Dans la réalité, il semblerait quand même qu'il y ait des écarts liés à différentes choses, à des effets de réseau, à des effets de construction. Par exemple, d'une certaine façon, la constitution des COS, c'est-à-dire des comités de sélection qui recrutent et qui sont constitués de façon ad hoc par les universités, peuvent, en fonction des postes, peuvent poser des problèmes visiblement sur la nature de leur constitution et les réseaux qui sont en œuvre. Donc, je sais pas, j'entends bien la question de la division des statuts avec les chaires de professeurs juniors, qui effectivement... Alors, ce qui est très bizarre et toujours très paradoxal dans le système français, c'est qu'effectivement, on a d'un côté quelque chose qui est réglementairement très construit, très encadré, et à côté de ça, des choses qui sont complètement dérégulées. C'est-à-dire que les chaires de professeurs juniors qui sont censées s'inspirer du système des tenures track, en fait, ils n'empruntent rien de ce qu'il peut y avoir d'intelligent dans les tenures track, mais c'est les pires défauts. Bon, c'est un peu la même chose sur le financement sur projet, où la France s'est mise très tardivement au financement sur projet, qui est la règle à peu près partout du financement de la recherche. Elle s'est mise beaucoup plus tard que les autres, en fait, et elle a pris la pire des solutions. Donc des choses très rigides, très formalisées, très peu de souplesse. Dans la plupart des autres pays, vous pouvez demander aussi bien 1 000 € que 5 millions. Vous pouvez aussi bien demander le financement d'un doctorant, d'un post-doctorant, que celui d'une équipe de 25 personnes. Voilà. Et ça se fait plusieurs fois dans l'année, avec des taux de succès qui n'ont rien à voir. Le système français, il y a un seul modèle qu'on peut demander, et il n'y a qu'une seule tranche d'argent qu'on peut demander, bref, peu importe. Voilà. Et puis l'autre chose, juste sur le recrutement à l'étranger, je travaille sur la comparaison du recrutement universitaire dans différents systèmes, voilà. Et le système français n'apparaît pas être le plus collégial, on va dire. En réalité, au sens de celui qui implique le plus la communauté professionnelle des pairs. Voilà. Les autres systèmes, en particulier des systèmes dans lesquels les départements sont engagés tout entiers, dans lesquels les procédures sont des procédures qui sont beaucoup plus de discussion et de débat interne au département, avec aussi des possibilités, des justifications sur les choix, apparaissent être en fait plus productrices d'un esprit de corps, par exemple, que chez nous, où les gens peuvent être recrutés en fait par des gens avec lesquels ils ne travailleront pas, et ce qui pose d'autres types de problèmes. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu compliqué. Le modèle de recrutement à la française est un peu fragile. Non, mais qu'il y ait des contournements, des détournements, des failles, évidemment. Il n'en demeure pas moins que ça reste quand même pour le moment, à l'exception des CPJ, avec le détricotage quand même progressif du CNU, mais on reste sur en gros une profession autorégulée. Mais aux États-Unis aussi. Non, mais moi je fais pas de la comparaison là, je reste sur le cas français. Hein. Et
Et donc, juste pour... Alors après, bon, le débat autour de la segmentation, il vaut, encore une fois, pour beaucoup, beaucoup de professions, si ce n'est toutes. Moi, ce que je peux observer, évidemment, c'est une enquête limitée, je ne le conteste pas, mais bon, j'ai travaillé avec un statisticien, on a essayé de voir, en fonction sur quoi il y avait des écarts significatifs. Et les deux écarts les plus significatifs dans la façon de réagir aux évolutions, c'est le statut. Et donc là, on voit par exemple que les plus insatisfaits, je pense qu'il y a une explication qu'on peut trouver, parmi les deux corps et demi, c'est-à-dire les professeurs des universités d'un côté, les maîtres de conférences de l'autre, mais les maîtres de conférences HDR entre les deux, c'est ce troisième groupe dans lequel il y a le plus d'insatisfaction. Pour le maître de conf HDR, il a réussi le passage de l'étape HDR, il n'est pas passé prof. Donc on peut supposer que voilà, il y a une forme de manque de reconnaissance vécue, qu'à l'inverse, les gens qui sont passés professeurs des universités, même s'ils endurent aussi un certain nombre de choses, ils peuvent considérer probablement qu'ils ont eu une reconnaissance par l'institution à travers cette promotion. Voilà. Donc, mais là, voilà, on voit quand même des écarts qui apparaissent beaucoup moins très peu avec les disciplines, dans mon échantillon. Hein. Et le deuxième élément, celui que j'ai évoqué au passage tout à l'heure, c'est la question du genre. Et je pense qu'il y a une sous-estimation, mais qui ne vaut pas que pour cette profession-là, mais en France, il y a souvent une sous-estimation des inégalités de genre dans le monde du travail. On en voit on voit les conséquences, mais on ne voit pas forcément qu'il y a des ressorts à l'intérieur du fonctionnement qui expliquent comment ça se construit. Parce que c'est pas, sauf à penser, je pense que peu de gens défendront que par nature, les hommes seraient plus compétents, donc il serait normal qu'ils soient plus nombreux parmi les PU. Mais bon, je pense qu'on va éliminer assez rapidement cette piste-là qui ne mène pas très loin. Et donc là, il y a quelque chose qui... Et donc le nombre de témoignages de gens qui ont ressenti des formes de discrimination, voire des témoignages de harcèlement, mais je n'ai pas trop développé parce que c'est quand même très compliqué, il faudrait rentrer dans des détails, mais voilà. Et là aussi, il y a des formes de segmentation qui apparaissent à travers des hiérarchies professionnelles qui sont parfois rudes. Voilà. Je m'arrête là. Je peux poursuivre sur d'autres sujets. Je rebondis très brièvement sur la question des recrutements. Est-ce que la différence ne tient pas qu'à un fort attachement en France à l'idée du concours public, que ce soit pour les anciens chercheurs ou ailleurs? Il y a l'idée que l'ancien chercheur, alors ça remonte peut-être à ce que vous disiez, qui était l'université impériale et que tout le monde, voilà, il y avait une présence très forte de l'État. Et ce mode de recrutement repose sur l'imaginaire que le concours public qui se veut détacher des contingences et des relations et des réseaux impose le recours à le CNU, c'est-à-dire une instance nationale, parce qu'un recrutement purement local, comme ça peut se faire ailleurs, alors il faudrait des procédures très fortes, mais purement local, on a peur de retomber dans le mandarinat qu'on a connu, même si ça existait alors, et on a le sentiment que les jeux de réseau en local peuvent être beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts que le jeu de réseau qu'on peut faire jouer à l'égard de collègues que finalement on connaît peut-être moins bien parce que c'est lui, ils viennent d'autres universités. Donc il y a un équilibre à trouver là-dedans et il ne s'agit pas, je pense, de poser des modèles parce que l'acculturation est difficile, c'est-à-dire que ça peut très bien fonctionner dans d'autres pays, mais parce que la culture profonde est différente et que la transposition serait délicate. Enfin, je sais pas, c'est une question. Parmi les éléments de globalisation, là pour rejoindre le fait que au-delà de la segmentation, il y a quand même un sentiment commun. Je parle d'abord du présent. C'est vrai que je n'ai qu'une vue partielle, puisque je remonte ma discipline et mon université. On constate quand même autour de nous, chez les jeunes, un défaut d'attractivité du métier d'enseignant-chercheur. Il y a beaucoup moins d'étudiants qui sortent de Master 2 qui veulent faire une thèse. Parmi les meilleurs étudiants, tous chercher de l'apprentissage, donc à l'idée de la professionnalisation qui arrivait, et ça nous pose des soucis évidemment en termes de recherche parce qu'il y a moins de recherche de qualité. Alors, on va toujours trouver des thésards, mais ce n'est pas forcément parmi les 5 premiers du master, mais parfois parmi les 7e, 8e, 9e, alors qu'avant, faire la thèse était toujours réservé au premier ou au deuxième.
Donc c'est pas parce qu'il y a encore des personnes qui sont là pour faire le métier qu'il n'y a pas quand même un effet d'essoufflement de l'attractivité. J'avais une autre chose sur ce point qui est en train de m'échapper. Oui, voilà, enfin, et ça nous pénalise sur nos fonctions d'enseignement parce que chaque année, en tout cas en droit où il y a un nombre d'étudiants assez important et où on est en tension sur le taux d'encadrement, on a du mal à trouver des ATR pour chaque groupe de TD. Et sur LinkedIn, vous voyez régulièrement, 3 semaines avant le début des TD, cherche chargé de TD, cherche chargé de TD. Et voilà, c'est peut-être dur de dire ça publiquement, mais en même temps, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. On peut parfois douter ou craindre de la qualité de la personne qu'on va envoyer devant un groupe, mais il faut mettre un enseignant devant les groupes. Vous voyez, donc ça a un effet en chaîne, tout cela. Et alors là, je partais du constat d'aujourd'hui, mais alors question, voilà. Alors c'est difficile d'établir des causalités, mais on parle, comment dire, bon, voilà, la question c'est de savoir d'où ça vient. En fait, j'avais en tête, on a parlé, depuis le début des années 2000, il y a l'émergence de ce que certains ont appelé une université entrepreneuriale, il y a le New Public Management qui est arrivé. En France, ça s'est développé avec la loi LRU en 2007. Donc il y a toute une logique qui s'est mise en place au sein de l'université. Et la question est de savoir si cette logique, depuis 20 ou 25 ans, ne crée pas les conditions de cet essoufflement. Le métier, d'un métier de savant, de chercheur qui aime sa discipline, a subi des injonctions à être dans l'internationalisation, la transdisciplinarité, l'organisation de colloques, la recherche de projets, etc. Et beaucoup d'enseignants-chercheurs ont le sentiment de faire autre chose que ce qu'ils aiment et ce pourquoi ils ont été formés. Pardon, je termine. Ça, il y a peut-être une différence entre les disciplines. La mission d'un enseignant-chercheur, c'est d'enseigner. Je m'écarte un petit peu de ce que mon doyen disait tout à l'heure. C'est aussi d'enseigner, d'accord ? Mais ce n'est pas ce qui l'anime en premier, parce que je pense que, alors, si, mais il y a quand même la dimension recherche, quand on passe par la thèse et par les 7, 8, 9 années de thèse, c'est quand même ça. Et l'exigence, bien en haut, hein, de formation étudiante qui pèse sur l'université, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'établissement qui ne sélectionne pas. Il y a une politique qui considère les 85% du bac à une tranche d'âge. On fait reposer sur l'université le soin de donner un métier à tous ses étudiants. Et du coup, l'enseignant-chercheur se retrouve en charge de professionnaliser des générations d'étudiants, là où peut-être ce qui l'anime, ça pourrait être faire de la recherche. J'ai dit beaucoup de choses. Non, mais vous avez dit le plus important. C'est intéressant votre cheminement parce qu'en fait, je notais cette question. Vous parlez de la dégradation des conditions de travail, vous expliquez que vous allez chercher le néolibéralisme, l'injonction à la professionnalisation, certes. Et puis, vous mettez le point sur ce qui pour moi est central, c'est la deuxième massification. C'est pas, on peut pas. Qui ne touche pas les disciplines de la même manière. Oui, mais encore que le droit est assez touché, parce que c'est une discipline extraordinairement prisée par les étudiants. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est-à-dire qu'on fait comme si c'était normal, c'était pas différent, fondamentalement, d'accueillir, je vous rappelle, en 1985, on a 20% de bacheliers généraux dans la classe d'âge et un peu moins de 9% de bacheliers technologiques. Ça, c'est rien. C'est un quart de la population. Aujourd'hui, on est à plus de 80%. Avec en plus des bacheliers professionnels et avec ce qu'on sait des différences qui se sont faites dès le secondaire. C'est qu'on sait très bien que le niveau des bacheliers, même des bacheliers généraux, est très variable en fonction de leur histoire scolaire. Et on voudrait... C'est pour ça que la question de l'âge d'or de l'université, c'est un très joli thème, et on en parle avec les autres historiens, mais en fait, il n'y a jamais eu d'âge d'or, si, peut-être, d'une certaine façon, les années 50. Voilà, un moment où Robert Merton, le sociologue des sciences, a d'ailleurs décrit le modèle de ce qui était l'idéal de l'universitaire, avec des valeurs justement de la transparence, de ce qu'elle appelle le communalisme, de mettre ensemble l'universalisme, etc. Donc effectivement, avant la massification, avant le début de la massification, il y a peut-être eu un âge d'or. Je ne suis pas très sûre, parce qu'en fait, il y a d'autres problèmes qui se posent à ce moment-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui,
de toute façon, l'université, pour moi, c'est ça mon point, peut-être, si on sort de la simple profession, mais l'université du XXIe siècle, c'est complètement différent. On ne sait pas ce que c'est, en fait. C'est la question du cycle. On ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que Vous avez bien on fait sait pas, d'organiser. voilà, on ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, cette massification. Et parce qu'en plus, on est quand même un des pays dans lequel le taux d'entrée dans le supérieur est le plus élevé au monde. Pas le taux de diplômés. Attention, le taux de diplômés, c'est le Canada, un peu les États-Unis, la Corée, enfin l'Irlande aussi. Le Canada, c'est le taux de diplômés supérieur le plus élevé, c'est 62%. Et ensuite, on est à des pays qui sont autour de 55%. Et la France est à 41%. Or, 70% d'une classe d'âge, en fait 80% d'une classe d'âge ne va pas dans le supérieur. 68% d'une classe d'âge va dans le supérieur. Et on diplôme à la fin que 41%. Donc, et avec des taux d'échec terribles, voilà. Donc il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ça qui contribue aussi à la différenciation. C'est que dans certains endroits, ça fonctionne presque comme à la fin des années 50. Eh oui. Je veux dire, une ENS, certes, on pourra en discuter, mais Vu de l'ENS. voilà, vu de l'ENS, c'est... Voilà. Et je vais faire un mea culpa un peu plus général, parce que du coup, Dominique Lehmann a très bien fait le travail, mais je pense que je vais me faire détester par toute une partie de mes collègues femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, une variable, c'est les femmes, mais en fait, elle marche très bien dans chacune des autres variables de la différenciation. C'est-à-dire que c'est un peu... Moi, j'avais écrit dans mon HDR que les femmes étaient les canaris de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire comme dans les mines. Je sais pas si vous voyez, les canaris sont ceux qui se mettent à... Ils meurent, en fait, à cause du gaz. Et donc, ils préviennent les mineurs du coup de grésoux qui va venir. Et en fait, les femmes, il leur arrive toujours les pires des choses en termes de segmentation. La différenciation est toujours plus forte pour elles. Voilà. Donc ça, je tiens à le redire. Effectivement, c'est plus difficile. Les disciplines sont plus clivantes, les statuts sont plus clivants, les établissements et les logiques d'investissement sont plus clivantes. Donc effectivement, pour les femmes, c'est toujours plus difficile. Alors, je dirais pour une partie d'entre elles, mais effectivement, c'est un critère. Moi, je reviens juste sur votre remarque. Je pense je voudrais ajouter 3 choses. Je pense que dans ce que vous avez évoqué autour de la massification, il faut bien comprendre aussi que le système scolaire universitaire inclus a une mission de gestion de flux de la jeunesse depuis quelques dizaines d'années. Et que derrière le discours de la professionnalisation, il y a beaucoup de fausses promesses et de promesses non tenues, en tout cas. Et que il faut bien que c'est... Mais un des problèmes pour moi de notre pays, quand même, qui est compliqué à comprendre, c'est comment on a réussi à faire de notre jeunesse nombreuse un problème. Quand on regarde l'Europe aujourd'hui, ça devrait être un atout, un avantage compétitif incroyable. Et on a quand même le génie d'en faire un problème. Un problème en formation initiale, un problème à l'entrée sur le marché du travail et surtout dans l'emploi d'ailleurs. Et donc, dire à l'université, en fait, vous êtes là pour gérer des flux parce que pendant 3, 4, 5 ans, il faut bien qu'ils soient quelque part, parce que de toute façon, ils n'auront pas d'emploi. Et que la meilleure arme pour essayer d'avoir un emploi, ça reste quand même la formation et le diplôme, même s'ils ne l'ont pas tous. Mais donc oui, c'est quand même une vraie question et une vraie difficulté. Après, dans les problèmes qu'on rencontre, on ne l'a pas évoqué, mais il faut quand même parler aussi de la question salariale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enseignant-chercheur débutant, il a un niveau de rémunération, compte tenu du nombre d'années d'études qu'il a et d'épreuves qu'il a surmontées, qui est extrêmement limité, extrêmement faible, et évidemment moins faible que pour d'autres, on est d'accord, mais c'est quand même un élément qui peut expliquer aussi pourquoi les meilleurs étudiants, c'est pas forcément ça qu'ils ont envie de faire, et notamment dans des disciplines et des spécialités où ils savent qu'ils vont pouvoir gagner beaucoup mieux leur vie ailleurs. Et puis, moi, je voudrais ajouter, alors je ne veux pas assombrir le tableau, mais je pense qu'on souffre aussi quand même, notre profession, ou nos professions, notre profession segmentée, elle souffre aussi quand même d'une image extrêmement dégradée, aujourd'hui on le voit, de la science, du savoir, des intellectuels, pour ne pas parler des fonctionnaires. Alors si on ajoute, ça fait quand même 4 couches, et que ça aussi, ça fait partie quand même d'un climat idéologique. Ce néolibéralisme que j'ai essayé d'évoquer et de définir, il fait aussi... il inclut aussi cette remise en cause d'un certain nombre de choses, et on voit que
Aujourd'hui, encore une fois, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique doit commencer à nous faire réfléchir, parce que c'est extrêmement inquiétant, quand même. Et je reviens sur l'idée que l'université, l'avenir de l'université, c'est pas seulement l'avenir des universitaires en tant que corps ou de coprofession, c'est quand même un enjeu social fondamental. Et ça, je pense que les politiques, ils ont un peu de peine à le voir. Enfin, si on regarde toutes les dernières campagnes électorales, où est-ce que on dit toujours priorité à l'éducation, priorité à la jeunesse, etc. Concrètement, on ne voit pas bien de la concrétisation, quand même, me semble-t-il. Et ça, c'est quand même un vrai problème, moi, je trouve. Je peux encore poursuivre, j'ai plein de choses. Non, mais j'ai une petite remarque pour chacun d'entre vous, quelque chose de plus général. Clément, vous avez parlé de la déprofessionnalisation. Comme hypothèse. Comme hypothèse, vous êtes enseignant-chercheur. J'ai mis juste une possible corrélation avec l'exigence de professionnalisation Mais oui, qu'on impose c'est un vrai aux paradoxe. étudiants. Exactement. C'est-à-dire qu'on nous impose de plus en plus de professionnaliser nos étudiants, ce qui, je ne dis pas que c'est on sait rien, c'est une question, ce qui conduit peut-être, je ne sais pas, à déprofessionnaliser les enseignants-chercheurs. En tout cas, la massification à laquelle on doit répondre conduit les enseignants-chercheurs, en tout cas, là je parle à titre personnel, je pense que je ne suis pas le seul sans doute à m'être engagé dans une thèse de doctorat avec une certaine représentation de l'enseignant-chercheur, assez éloignée, in fine, pas complètement, de la réalité, notamment, même si pourtant j'étais passé par être chargé de thèse, etc., notamment à raison de ce qu'exige un suivi étudiant. Et c'est peut-être une très bonne chose que les politiques aient accentué beaucoup les choses sur le suivi étudiant. On a la loi ORE de 2018 sur la réussite étudiante qui est arrivée. Peut-être qu'il y a 25 ans, on ne s'en occupait pas suffisamment. Mais en tout cas, il y a cette charge de travail importante, en tout cas dans les disciplines sous tension étudiante. Et peut-être que pour le coup, en droit, on est peut-être moins impacté par le temps consacré au projet de recherche, parce qu'on ne soulève pas des millions comme les physiciens et les chimistes, et eux ont peut-être moins d'étudiants, ils sont plus impactés sous cet aspect-là. J'aurais peut-être voulu entendre Emmanuel Picard, je sais pas, on n'a pas du tout parlé des autres élites, enfin notamment de la place des grandes écoles dans le système, et du fait... Dans le système universitaire. Dans le système de l'enseignement supérieur, et quand on s'interroge sur la question de cycle, c'est qu'est-ce que l'université aujourd'hui, et on comprend qu'elle se transforme considérablement en raison de tous les paramètres dont on a parlé, il y a aussi la place que l'on veut lui assigner dans le paysage de l'ESM, à côté de la place que l'on souhaite assigner aux grandes écoles ou à l'enseignement supérieur privé qui est croissant. Et peut-être que si la place qui est celle de l'universitaire français n'est pas tout à fait celle de l'universitaire étranger, c'est peut-être aussi lié à la particularité de cette organisation bien de loin. Oui, et surtout, ce qui est en plus un problème, enfin, une vraie question, c'est que l'université a quand même été le mode de formation dominant jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on est encore à 80% des effectifs globaux des étudiants sont inscrits à l'université dans les années 90. Et en particulier, il n'y a quasiment pas d'université, il y a très peu de privés, on est à moins de 10%. Aujourd'hui, les chiffres de la rentrée 2004, l'université, c'est à peine plus de 50%. C'est à peine plus d'un étudiant sur deux qui est inscrit à l'université, publique, j'entends. Il y a un quart des étudiants qui sont inscrits dans le privé, dans des formations privées. Et en particulier, ce qui marche très très bien, c'est les BTS privés en alternance et les formations autour de social et paramédical. C'est les deux gros effectifs. Et puis donc il y a ce quart qui reste, qui est inscrit dans des formations publiques non universitaires, qui sont aussi une floraison d'écoles, depuis les écoles d'ingénieurs qui ont beaucoup grossi jusqu'à d'autres écoles qui sont à Paris. Alors, il y a le profil, le paysage actuel est compliqué parce qu'il y a beaucoup de formations et beaucoup d'étudiants. Et donc, on a des grands secteurs où on voit des profils d'étudiants se dégager. Mais ce qui est très clair, c'est que l'université a perdu de son attractivité. On le voit
dans Parcoursup, on voit effectivement, enfin, le fait qu'un quart des étudiants soient inscrits dans le privé, c'est gigantesque. Enfin, c'est vraiment... Et en plus, c'est le privé qui a capté toute la croissance de ces dernières années. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres depuis 2018, en fait, les chiffres de croissance de l'université publique sont faibles. On est à plus 1,5%, je crois, par an, alors qu'on va être à plus 25% par an dans certaines formations du privé. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Est-ce que vous y voyez ou non une politique volontariste, comme on peut trouver ça dans d'autres secteurs, dans d'autres services publics, où l'État finance plutôt que de réinvestir l'université publique est content de laisser le privé prendre en charge une part croissante de l'enseignement. Dans une perspective de dépenses, de restriction brutale et importante des dépenses publiques, on peut penser qu'effectivement la substitution publique-privée, c'est-à-dire que ce qui se fait en Angleterre sous la forme de droits d'inscription, c'est où en fait les familles payent, enfin, les étudiants payent, payent l'enseignement supérieur public avec des droits d'inscription élevés. Dans le système français, les droits d'inscription restent très bas, mais effectivement les familles vont aller en fait payer des droits d'inscription chers dans des formations privées qui sont à l'extérieur du système. Et donc celles qui peuvent, les familles qui peuvent. Oui, il y a les familles empruntent. Hein. Oui, ou un emprunt. Oui, mais... Les familles empruntent. Vous aviez... Je voulais dire que justement, l'inscription au RNCP, elle est uniquement basée, déjà uniquement gérée par le ministère du Travail et non le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, il n'y a aucune disposition de qualité de l'enseignement supérieur, justement, oui, tout à fait. Une disposition relative au volet de compétences acquises au RNCP. Donc, en fait, on arrive vraiment à une exclusion du métier universitaire et aussi de la qualité de l'enseignement supérieur. Sur les formations privées Non, sur le RNCP. Oui, c'est pas un critère. C'est pas un critère. Oui, c'est vrai. C'est les compétences affichées. Qu'est-ce qui n'est pas un critère? La qualité des enseignants, le fait que des enseignants-chercheurs soient impliqués dans la formation? Non, l'agrément RNCP qui permet, qui répertorie les différents diplômes nationaux. Il ne prend pas en compte la présence des enseignants-chercheurs, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Oui, il prend en compte que les compétences affichées, on ne sait pas si elles sont acquises. Pas du tout les compétences de la recherche. Disciplinaire, oui, bien sûr. Donc c'est aussi un des problèmes principaux. Tout comme Calliope, qui est aussi un système d'agrément qui est uniquement, qui prend uniquement en partie les compétences professionnelles. Alors ça me montre qu'en même temps, par exemple, en regard de ça, le classement des écoles de commerce et des masters de management intègre très fortement, depuis une dizaine d'années, la présence d'enseignants-chercheurs publiant dans la formation. Et ça donne des étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, une des choses qui justifie que HEC, les écoles de commerce, etc., ou comme une école de commerce comme le M Lyon soit montée très haut dans les classements, c'est parce qu'en fait, ils ont embauché des enseignants-chercheurs qui publient dans des revues dites à étoiles. Donc, vous voyez, tous les mouvements, en fait, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des logiques. Ce qui est clair, c'est que je pense qu'il y a une substitution. C'est une logique de dérégulation. Privé-public, voilà, qui est liée au désengagement de l'État, mais qui est liée à la question de comment finance-t-on 70% d'une classe d'âge dans le supérieur, ce qui est une vraie question. C'est-à-dire que ça veut dire, déjà, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu là, mais ça veut dire sans doute au moins le double de ce qu'il y a là. Donc c'est une vraie question. J'espère que j'ai répondu. Bien sûr. Bon. Je suis intarissable, pardon. Je parlerai des revenus dans un instant. Sur les écoles, alors là c'est une hypothèse, je n'en sais rien du tout, mais on sait que l'apprentissage coûte cher en termes de subventions publiques à l'État, et je me demande s'il n'y a pas une part de certaines écoles privées dont le modèle économique repose sur la subvention et qui s'effondrerait et qui disparaîtrait demain si l'État n'était pas là. Donc ce que l'État... Quand je disais c'est un transfert de charges publiques vers le privé, en réalité, pas complètement, parce qu'il y a des subventions publiques qui viennent soutenir le secteur privé. Ils sont quand même moins chers que de recruter des enseignants-chercheurs.
je pense. Sans doute. Oui, parce que surtout avec le statut qui Dans le faire-faire. Il y a quand même quelques milliards Mais sur mais l'apprentissage. il y a quand même. Mais après, il y a du bon apprentissage et puis il y a sans doute des excès, des choses qui sont compliquées de trier. Oui, alors là, vous venez de parler de la publication dans les revues à étoiles. Ça me fait juste penser tout à l'heure, Dominique Lehmann, vous évoquiez le publish or perish, c'est-à-dire le fait de publier beaucoup pour pouvoir progresser dans la carrière. Je discutais avec en l'occurrence, un ami qui est proche d'un organisme de formation, si vous voulez, qui est donc privé, et qui entend recruter des enseignants-chercheurs, et si possible avoir un centre de recherche pour se faire reconnaître, et dont les critères sont de dire aux enseignants-chercheurs qui sont les leurs, attention, ne publiez pas dans telle revue, il y a ce qu'on appelle les revues grises, les revues blanches, les revues noires, etc. Et je pense quand même que par rapport à tout ce qui nous arrive et la remise en cause de la science ou des scientifiques et de leur place, l'un des éléments qui restent fondamentaux et sur lesquels il faut se battre, si vous voulez, c'est... c'est une question, c'est de quoi... bref, le jugement par les pairs est essentiel. Il faut conserver en réalité la maîtrise de nos méthodes scientifiques et le contrôle de la méthode scientifique et donc de la qualité scientifique de l'éducation, parce qu'il y a une quantité de revues comme d'écoles qui s'ouvrent et qui ouvrent leur page à tous les scientifiques trop déçus de ne pas avoir pu publier à droite et à gauche. Et bientôt, tout ça risque, vis-à-vis du citoyen consommateur, de paraître indifférencié. Finalement, pourquoi lire davantage Nature que telle autre revue? Là, c'est pas une question, mais ça me paraît... que ça rejoint la question du recrutement. C'est-à-dire qu'il est essentiel de conserver des méthodes de reconnaissance et de recrutement du personnel scientifique qui soient très cadrées pour éviter les confusions. Je pense que ce qui est important par rapport à ça, c'est que ça soit une question publique, que ça soit dans le débat public, parce que c'est encore une fois, si ça apparaît uniquement comme une question corporatiste d'une profession qui est jalouse de ses prérogatives, que quand même ça risque de donner comme image, aujourd'hui on n'a pas bonne presse, je veux dire. Et ça, c'est important que les enjeux sociaux qui sont derrière soient mis en avant. Moi, je pense que c'est capital. Là, j'interroge le sociologue et à la fois l'historienne des élites françaises, c'est que, en tout cas en droit, nous sommes dans une discipline dans laquelle, pendant des décennies, des juristes intégraient le corps d'État, c'est-à-dire que nous avions des parlementaires juristes qui sortaient de l'université, puisque c'était l'université de droit, il y avait des chefs de cabinet, des directeurs de cabinet, des ministres qui venaient là, et c'est de moins en moins le cas, c'est-à-dire que progressivement, j'ai le sentiment que les universitaires, au sens large, intègrent moins l'appareil d'État. La question, c'est dans quelle mesure, en termes de sociologie, ça n'impacte pas la politique vis-à-vis des universités, dès lors qu'on ne sort pas de l'université en tant que décideur politique, comment comprendre son importance, ses enjeux, etc. Donc, c'est une question que... J'ai pas la réponse, mais c'est une question. Si, on sait un peu quand même que depuis 25 ans, on a des générations HEC. On a toujours quelques polytechniciens qui ne connaissent pas bien managers, ça, c'est depuis très longtemps, des énarques aussi, mais ils sont de plus en plus présents. Et en plus, on a maintenant des HEC, donc c'est encore autre chose. Donc, effectivement, l'université est très loin des élites, et de plus en plus loin des élites, ce qu'elle était moins avant, et qui correspond aussi à une forme de déclassement social des universitaires, qui sont liés non seulement à l'augmentation de leur nombre, la modestie de leur salaire, on va dire, par rapport à d'autres professions, donc ils sont peu attractifs. Donc sans doute y a-t-il peut-être aussi une diminution du recrutement social, dans le sens de où sont situés nos parents sur la hiérarchie sociale par rapport à des camarades qui vont choisir de faire des métiers plus rémunérateurs socialement. Donc ça, c'est sûr. Après, sur les publications, moi, je pense qu'il faut rappeler quelque chose, c'est le travail de... Là, je vous rejoins tous, bien évidemment, c'est que le cœur de notre travail, c'est la production de la science, donc d'un savoir qui est
produit dans des conditions de véracité et de transparence et de réplicabilité qui sont importantes parce qu'elles conditionnent la valeur de ce savoir. Et je pense que le répéter, dire à quel point c'est important pour notre profession, n'est pas la mettre en danger ou n'est pas la dévaloriser. Au contraire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on donne à voir la qualité de nos procédures pour qu'effectivement notre travail soit garanti par règle, puisqu'on sait qu'elles sont attaquées par des gens qui vont expliquer que les vaccins ça sert à rien, c'est même dangereux, enfin tout le complotisme. Et donc il faut qu'on soit particulièrement attentif. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de choses, je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'imagine que vous êtes au courant de la mise en place des référentes de l'intégrité scientifique dans les universités, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, mais avec cette idée qu'il faut qu'on soit vraiment extrêmement attentif à ça. Parce que l'enjeu, c'est notre survie en tant que producteur de savoir, qui soit des savoirs sur lesquels on puisse dire, mais il y a un consensus. Et il y a un vrai consensus, un consensus fort, robuste. Bon, merci. Est-ce qu'il y a dans la salle une question? Je voulais juste votre avis. Je vous donne le micro, quand même pour l'enregistrement, parce que sinon on ne vous entendra pas. Voilà, je suis désolé, On a dépassé beaucoup l'horaire. Non, Je ne sais même pas quel était l'horaire. C'était 19h, mais non, mais c'est pas grave. on est vraiment désolé. Non, Votre avis sur le système d'âge et sur le plan compère par rapport à l'évolution de carrière. Donc si justement une forme de nomination au Le repyramidage. Est-ce que c'est un problème ou pas? Est-ce que ça change les choses, c'est ça un peu aussi par rapport aussi à ce qu'on disait Le repyramidage, ça s'apparente à une promotion interne directe, c'est-à-dire le fait que là aussi le système français est assez différent des systèmes étrangers, c'est-à-dire que dans la mesure où il y a les deux corps, très souvent le passage d'un corps à l'autre pourrait vouloir dire qu'on bouge, il y a une mobilité. En fait, la mobilité est assez faible entre le corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs. Dans beaucoup de disciplines, on passe très souvent professeur là où on était maître de conférence, avec le problème, c'est qu'on a organisé un concours dans lequel on a fait venir des gens de la France entière, et donc on a eu l'impression qu'on mettait la personne en concurrence par rapport à celui qui était là. Le repyramidage, ça consiste à faire une compétition à l'interne entre les gens qui pourraient prétendre. Ça se construit à peu près de la même façon qu'un recrutement en termes il y a un dossier, il y a des auditions. Il y a aussi un avis du Conseil national des universités, avis qui est assez important, visiblement, puisque là, j'ai vu que la jurisprudence du Conseil d'État avait validé dans des cas avait cassé un repyramidage au motif que les présidents de l'université n'avaient pas tenu compte des indicateurs qui étaient donnés dans l'évaluation du CNU. Donc, un président de l'université qui repyramide quelqu'un qui n'a pas reçu l'assentiment de sa section du CNU peut voir la décision cassée, et ça fera jurisprudence pour les prochaines. Donc, en fait, je trouve que la différence est assez faible. Je pense que juridiquement, elle est forte parce que c'est un concours qui ne doit pas être basé sur les mêmes logiques. Mais dans la pratique, il semblerait que ce qu'on ait pu voir fait que, en fait, le repyramidage, même à l'interne, est extrêmement cadré, et ne sont pas repyramidés des gens qui n'auraient pas pu être recrutés comme professeurs. Mais je ne sais pas si vous avez des avis, parce que oui, c'est le papier de votre collègue qui fait office de conseiller Exactement. auprès de l'AEF. Voilà. Qui écrit beaucoup sur les questions de personnel, de l'enseignement supérieur. Philippe Rimbaud, pour ne pas le nommer. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces échanges. Et puisque on a parlé d'un âge d'or qui se situerait dans les années 50, je me permettrai de citer un professeur de droit
qui s'appelle Jean Rivero, et qui, dans la revue de l'enseignement supérieur, en 1960, avait eu ce mot. J'aime bien terminer sur cette note, sur cette citation, en sachant que dans cet article, il n'a qu'un mot à la bouche en permanence, c'est la liberté. Nul n'encourra de sanctions s'il s'écarte des colloques internationaux, si ses travaux se font attendre. On pourrait concevoir d'autres systèmes avec des normes de rendement imposées aux professeurs. Telle n'est pas la solution française. Elle voit dans le droit, dans le travail de l'esprit, un acte dont la liberté est le climat nécessaire. Elle s'en remet à la conscience de chacun pour aller jusqu'au bout de son effort. C'est de sa conscience beaucoup plus que de l'autorité hiérarchique que relève, pour l'accomplissement de ses devoirs dans le cercle protecteur de ses droits, le professeur d'enseignement supérieur. Et il n'est pas prouvé que même compte tenu de la faiblesse humaine, la solution soit mauvaise. Je vous souhaite une bonne soirée.